Très heureux de vous savoir aussi nombreux devant vos postes téléviseurs pour le compte de ces magazines. Face aux étudiants qui a le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux l'honorable député François Zékouye. Il est le rapporteur adjoint de la commission environnementale. C'est avec lui qu'on va devoir faire le point. On va devoir essayer de crypter l'extrait du discours du chef de l'État prononcé le 15 décembre dernier à l'hémicycle du Palais du Peuple, dans le cadre de l'État de la Nation, bien entendu. Le chef de l'État a passé au crible chaque secteur de la vie nationale, commençant par l'éducation, le sport et j'en passe. Mais ici, on va vous lire l'extrait de son discours relatif à ce qui concerne le secteur pétrolier et on va devoir ouvrir la série de questions au cours de cette émission. Comme vous le savez, face aux étudiants, c'est une émission qui mettent à un contact direct les autorités d'un côté, mais aussi les étudiants venus de tous les horizons universitaires de notre pays pour pouvoir débattre des grandes problématiques de l'ère. Je m'en vais directement vous lire l'extrait du discours du chef de l'État sur l'exploitation pétrolière en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a exactement dit ceci, je cite, « Une attention particulière a tout autant été accordée à la certification de nos ressources minières, pétrolières, gazières et forestières. Concernant le secteur pétrolier, jusque-là laissé en jazère, un projet de loi portant un régime général des hydrocarbures a déjà été transmis au Parlement. Son adoption donnerait au gouvernement le moyen de sa politique en la matière. Parallèlement, des études ont été initiées pour permettre une meilleure évaluation de nos bassins sédimentaires, l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu et le renforcement de la capacité de nos infrastructures de transport et de stockage des produits pétroliers. » Tel est l'extrait du discours du chef de l'État sur la question. Eh bien, pour en débattre, nous avons l'honorable François Zékouye annoncé tantôt sur ce plateau. Il va devoir nous proposer son élément de réponse face aux multiples questions qui vont émaner des étudiants. Honorable, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'entrée de jeu, j'aimerais avoir votre impression par rapport à cet extrait que je viens tantôt de lire, émanant bien entendu du chef de l'État. Le chef d'État a dit ce qu'il en est sur les hydrocarbures et il vous a bien dit qu'il y a une loi qui avait été transmise, un projet de loi au Parlement. Effectivement, nous avons travaillé sur plutôt une proposition de loi et à ce stade, nous sommes prêts à les remettre en débat en plénière. La commission environnement, ressources naturelles et tourisme l'a examiné en profondeur et nous avions déjà commencé du reste un débat en plénière sur la question, mais il y avait beaucoup de divergences de vues au point que nous avons suspendu l'examen de cette proposition de loi en plénière pour approfondissement. Un séminaire a été organisé avec les plus grands experts du monde en la matière et il s'en est dégagé des lignes directrices qui ont permis à une commission spéciale de plancher à nouveau sur les textes et de donner à l'Assemblée nationale un texte plus harmonieux. Et en cette session extraordinaire qui commence le 26, il est inscrit cette matière pour que d'ici un mois, nous puissions effectivement donner au gouvernement cet instrument important qui lui permettra de prendre des décisions idoines de manière à ce que nous commencions l'exploitation pétrolière. L'aspect des études est fondamental, effectivement, parce que à l'état actuel, vous devez savoir que la RDC ne produit que 25 000 barils par jour. Comparé à ses voisins, dont le plus immédiat, l'Angola, qui produit presque 2 millions de barils par jour. Quand vous regardez le voisin, l'autre voisin avec qui nous avons la frontière la plus proche, le fleuve Congo, c'est le Congo-Brazzaville, lui produit 400 000 barils par jour. Si nous allons plus loin, en Guinée équatoriale, c'est plus ou moins pareil, au Gabon, mais quand vous comparez la population de ces pays, les populations sont de loin plus faibles à la nôtre. L'Angola a 24 millions d'habitants. Le Congo-Brazzaville, si je m'abuse, doit avoisiner les 4 millions.
les Gabons plus ou moins pareil, la Guinée équatoriale des millions. Et ce qu'on remarque en comparant la RDC à ces pays, c'est que leurs budgets sont de loin plus importants que les nôtres. Pour parler de l'Angola, son budget actuel est de 75 milliards de dollars. Le nôtre arrive à peine à 8 milliards. Au Congo-Brazzaville, on a un budget au-delà de 10 milliards de dollars. En Guinée équatoriale, au Gabon, pareil. Et donc, le pétrole paraît comme un élément différentiel. Parce que les autres ressources que ces pays ont, nous les avons aussi et nous les exploitons. L'Angola a les diamants, nous avons les diamants et nous l'exploitons. Le Congo-Brazzaville a la forêt, nous avons la forêt et nous l'exploitons. Et donc, nous estimons que le pétrole est un outil qui peut permettre à la RDC de disposer rapidement de moyens pour sa politique. Et je disais donc que le chef d'État a affirmé ce qui est vrai, que des études ont été réalisées. Il y en a d'autres qui sont en cours pour pouvoir déterminer avec précision les différents bassins sédimentaires. Et je voudrais en liminaire préciser une question extrêmement importante qui fait polémique. Tous les bassins sédimentaires que nous avons dans notre pays sont en superposition avec les aires protégées. Quand vous commencez au Bas-Congo, proche de nous, nous avons la forêt de mangroves sur lesquelles est superposé les bassins pétroliers de Mwanda. Quand nous allons dans la cuvette centrale, particulièrement la province de l'Équateur et la province orientale, il y a des parcs, Salonga, je crois, Garamba, si je m'abuse. Et si nous allons vers les rifts albertines, à l'est, donc au nord Kivu, et dans l'Ituri, nous avons les parcs Virunga, et en descendant vers les lacs Tanganyika, les Gaben Tanganyika, nous avons d'autres parcs. Il se pose donc un problème sérieux chez nous de savoir de quelle manière nous devons marier la protection de nos aires protégées et l'exploitation pétrolière. Et à ce sujet, comme je viens de vous dire, il y a des polémiques, notamment pour ce qui concerne les parcs Virunga, où des ONG, tant nationales qu'internationales, ont levé les boucliers pour empêcher qu'on exploite le pétrole dans ces parcs. La société qui est sous le terrain actuellement, la société Soko, a fini l'exploration et a remis les résultats au gouvernement, quitte au gouvernement de négocier avec l'UNESCO les mécanismes appropriés qui permettraient de concilier l'exploitation pétrolière et les aires protégées. Et actuellement, il y a, je crois, la représentante de l'UNESCO qui est présente ici. Cette question devra être discutée. Mais je dois vous dire d'emblée que dans beaucoup de pays du monde, on a trouvé un équilibre. La Tanzanie voisine a, en retrouvant de l'uranium dans une de ses réserves, a demandé à l'UNESCO de retirer une partie du parc du patrimoine mondial. L'Équateur, en Amérique latine, avait eu le même problème. Il a mis en jachère l'exploitation pétrolière et il a attendu de la communauté internationale des mesures compensatoires équitables. Ces mesures n'ont jamais eu lieu et aujourd'hui, l'Équateur est prêt à reprendre l'exploitation pétrolière. Au Gabon, on exploite du pétrole dans un aire protégé. Et je crois qu'en RDC, la solution devra être celle qui consiste à extraire une partie du parc Virunga, qui est une partie mineure du parc, de manière à ce qu'on puisse exploiter, parce que la loi ne permet pas aujourd'hui d'exploiter du pétrole dans un aire protégé. Voilà un peu en liminaire ce que je devais vous dire à ce sujet, et je me livre bien à vos questions, aux camarades étudiants. Je l'ai été et je suis très fier de pouvoir échanger avec vous sans tabou. Je répondrai à toutes vos questions. Voilà. Si je n'ai pas de réponse, j'aurai l'humilité de vous dire, laissez-moi me documenter, je reviendrai une autre fois. Voilà, donc notre invité l'a bien dit, donc on va devoir procéder à notre série de questions. Mais avant tout, vous avez bien signifié au cours de votre intervention que nous sommes tous à l'attente de ces 10 lois, donc dites lois annoncées aussi par le chef de l'État. Mais en dépit de tout, on avait bien compris que la dite loi fait aussi l'objet des polémiques aussi bien internes qu'externes. Les autochtones s'insurgent aussi. Et puis au niveau international, vous avez cité les ONG ainsi que d'autres députés allemands, j'en passe. Alors, quant à ça, je m'aimerais inviter donc notre tout premier intervenant
puisqu'on parle du pétrole, nous sommes allés aussi auprès des étudiants de l'Institut du gaz et pétrole, donc l'UPJ. J'invite notre tout premier intervenant, il s'appelle Michel Mbongo, pour la toute première série de questions. Merci pour la question. Honorable, vous êtes sans ignorer que l'ONG britannique Global Witness a plaidé en faveur d'une législation en matière d'exploitation pétrolière en RDC. Cette ONG avait jusqu'à proposer aux autorités de notre pays l'organisation des consultations populaires sur la question. Ma question est celle de savoir si cette ONG avait-elle raison de solliciter un référendum populaire sur cette question. Qu'est-ce qui l'a motivé? C'est la lourdeur de l'administration congolaise sur la question ou la lenteur inexpliquée des autorités qui semblent traîner le pied? Merci. Merci, chers camarades. Le point de vue des Global Witness n'est pas contraire à la volonté de la République démocratique du Congo. Dans un processus législatif, il y a, je dois vous le dire, deux options. Il y a une option qui consiste à ce que le gouvernement envoie un projet de loi à l'Assemblée nationale. Mais au préalable, le gouvernement prend soin de consulter toutes les parties prenantes. Les secteurs privés, les associations, qui sont souvent représentants des opinions de la population, et les administrations concernées. À l'occurrence, la procédure qui a été utilisée pour cette question de la loi sur les hydrocarbures était plutôt la proposition de loi. La proposition de loi, c'est cette initiative qui émane d'un élu qui propose à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle proposition de loi. Et généralement, l'Assemblée nationale envoie la proposition de loi au gouvernement pour examen. Et une fois le gouvernement a donné ses avis, à ce moment-là, on en débat à l'Assemblée nationale. La proposition de loi a souvent un inconvénient, c'est qu'un député pris individuellement ou l'Assemblée nationale lui-même n'a pas suffisamment de moyens pour faire une large consultation populaire en matière de loi, ce qui est souvent le cas pour ce qui concerne des projets de loi. Et pour ce qui concerne cette proposition de loi, effectivement, on a senti comme s'il n'y a pas eu débat au préalable de par les leaders d'opinion divers. Mais la Commission environnement, ressources naturelles et tourisme a pris l'initiative de dialoguer avec différentes ONG, notamment les ONG des droits de l'environnement, de sorte qu'on puisse requérir leur point de vue. En même temps, comme je viens de vous dire, un séminaire a été organisé où on a eu la présence de tous les experts reconnus mondialement en cette matière, de manière à ce que nous fassions une étude comparative entre ce que nous allons avoir comme loi en matière d'hydrocarbures dans notre pays et ce qui se passe ailleurs, de manière à équilibrer les intérêts de l'État, des populations locales, mais aussi du secteur privé. Parce que le secteur privé ne viendra pas comme s'il venait faire la charité. Une entreprise qui vient investir dans votre pays vient pour faire des bénéfices. Et donc, par conséquent, ces consultations ont eu finalement lieu, mais pas dans la forme que Global Witness a souhaité. Encore moins, je ne crois pas que Global Witness ait parlé des référendums par rapport à cette loi. Ils ont simplement parlé d'une large consultation qui était souhaitée. Et je crois qu'à ce stade, les différentes consultations que nous avons eues par rapport à cette loi peuvent garantir que la loi que nous allons proposer à l'État congolais soit une loi qui soit suffisamment équilibrée, réfléchie, de manière à répondre aux besoins de la nation congolaise et des investisseurs, tout en tirant l'expérience du code minier qui, vous l'avez entendu, le chef de l'État d'ailleurs a évoqué aussi la question dans son discours, les secteurs miniers où nous avons une nouvelle loi aussi depuis 2002 qui devra être amendée, je crois, d'ici 2015, a eu la faiblesse de faire la part belle au secteur privé. Les impôts qui ont été attendus du secteur minier sont très faibles. Et ils les sont non seulement vus
du point de vue de la somme qu'ils versent à l'État, mais ils sont faibles comparativement aux pays voisins qui